Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Ombline de Ternay. Chers auditeurs, bonjour. Bonjour à toutes et tous et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Je vous le rappelle, nos podcasts sont gratuits et afin de préserver cette gratuité, n'hésitez pas à nous soutenir en faisant un don à notre association. Et pour cela, vous pouvez cliquer sur le lien qui est indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation, notre magazine. Merci d'avance. Dès l'année 1687, l'écrivain et philosophe Bernard Le Bouillet de Fontenelle publie ses Entretiens sur la pluralité du monde. Dans son ouvrage, il met en lien la culture scientifique et la vie intellectuelle, dont le sens doit être orienté vers un émerveillement pour ce qui est vrai scientifiquement. Ce monde merveilleux est décrit de manière de plus en plus précise, organisée et colorée lors de l'avènement de la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle. La couleur y prend désormais une place centrale, comme l'évoque cet extrait des entretiens que je vais vous lire. La lune était levée, il y avait peut-être 1 heure, et ses rayons, qui ne venaient à nous qu'entre les branches des arbres, faisaient un agréable mélange d'un blanc fort vif, avec tout ce vert qui paraissait noir. Il n'y avait pas un nuage qui dérobât ou qui obscurcit la moindre étoile, elles étaient toutes d'un or pur et éclatant, et qui étaient encore relevées par le fond bleu où elles étaient attachées. Aurélia Gaillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé de littérature, spécialiste du XVIIIe siècle, et donc professeur à l'université Bordeaux-Montaigne, et l'auteur d'une thèse sur l'esthétique de la fable, et vous venez de publier ce très bel ouvrage illustré aux éditions des Belles Lettres, L'invention de la couleur par les Lumières, de Newton à Goethe. Alors, tout d'abord, pourquoi parler de l'invention de la couleur ? Pourquoi utiliser ce terme d'invention ? Alors, c'est évidemment le point central de l'ouvrage et ce qui, pour moi, est marquant dans cet ouvrage, c'est qu'on a tendance à considérer que la couleur est une donnée et que de tout temps, la couleur a existé et donc il n'y a pas à proprement parler d'invention à un moment donné, historiquement en tous les cas, de la couleur. Et j'essaye justement de montrer que la couleur telle qu'elle se définit pour nous maintenant s'invente au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que c'est à partir du XVIIIe siècle que notre façon de considérer les couleurs, notre perception des couleurs va se mettre en place. Alors, juste pour donner peut-être un peu plus d'explication à ce qui peut apparaître un peu comme étonnant, ce que j'appelle couleur, c'est ce que nous avons tendance à considérer dans le langage commun comme la couleur, c'est-à-dire le ton, le chrome, la teinte. On sait que dans la couleur, il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte, par exemple la saturation, la clarté, l'opacité, etc. Ça, ce sont des perceptions, des sensations qui préexistent et qui sont plutôt prédominantes, je dirais, avant le XVIIIe siècle. Ce qui se passe au XVIIIe siècle, c'est que le ton ou la teinte deviennent justement primordiaux et que, à partir de là, nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui comme monde coloré, pour moi, est une invention, c'est-à-dire une fabrique vraiment du XVIIIe siècle. Avant, par exemple, on sait que dans l'Antiquité ou dans d'autres civilisations, la couleur, par exemple, est plutôt perçue comme une texture. C'est donc pas ce que nous appelons la couleur. On sait, par exemple, en latin qu'il existe plusieurs termes pour définir blanc ou noir, qui correspondent en fait à du mat ou du brillant, et non pas véritablement à du noir ou du blanc. C'est à partir de cet ensemble de considérations qu'au XVIIIe siècle, effectivement, on se met à avoir un monde qui est teinté, où le chrome apparaît primordial.
Et donc vous parlez justement de la couleur au singulier. Ça veut dire que donc la couleur devient une préoccupation à partir de ce moment-là. Est-ce que c'est la couleur qui devient centrale dans l'art, dans la littérature et dans les sciences? Alors, si je parle de la couleur plutôt que des couleurs, c'est précisément parce que ce qui s'opère comme saut, c'est la conscience de la couleur. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a véritablement d'événement ou d'invention de la couleur qu'à partir du moment où il y a conscience de vivre dans un monde coloré, conscience de ce que sont les couleurs. Et donc, il y a une conjonction à partir du XVIIIe siècle, de façon schématique, bien sûr, c'est pas en 1700 que tout arrive. Il y a une conjonction entre une manière de regarder le monde et une prise de conscience qu'on vit dans un monde coloré. C'est-à-dire qu'il y a une conjonction entre des discours scientifiques, artistiques, bien sûr, esthétiques, littéraires, et le signe. Je travaille en pluridisciplinarité, comme on dit, mais je suis issu de la littérature. Et pour moi, le signe probant de ce passage, c'est parce que la couleur entre dans la langue. C'est-à-dire qu'on se met à avoir véritablement une inflation de termes de couleur, et la couleur entre en littérature, entre dans le lexique aussi. Il y a un certain nombre d'inventions de termes de couleur. Les descriptions dans les romans, par exemple, se mettent à être colorées, ce qui n'était pas le cas avant, et ce qui, pour moi, a été le premier signe, le premier indice d'un changement. C'est par là que je suis entrée dans cette hypothèse que j'espère solide et démontrée. Oui, donc dans cette thématique, alors vous le savez, ici donc on étudie le champ de l'histoire et on aime bien parler de rupture. Alors est-ce qu'on peut établir une rupture, par exemple, avec la vision médiévale de la couleur ? Alors oui, tout à fait. La vision médiévale de la couleur, qui était très très étudiée par Michel Pastoureau, bien sûr, est une vision qui pour moi est une vision symbolique, c'est-à-dire que les couleurs ont un sens, les couleurs ont une structure, correspondent à des discours, ce qui est le cas évident dans l'emblématique ou l'héraldique, où les couleurs ne sont pas tant prises pour elles-mêmes que dans une grammaire où elles se correspondent, où la nuance n'a aucune importance. Dans l'héraldique, on ne se demande pas si gueule est un rouge foncé ou clair, c'est vraiment le même terme. Ça désigne en fait un concept plus qu'une matière. Et donc, il y a un changement de régime, en fait. Pour moi, c'est le point essentiel. Il y a un changement dans la vie quotidienne parce qu'on est vraiment on passe dans ce que nous appellerons une société de consommation. Au XVIIIe siècle, mondialisation des échanges, on pourra peut-être revenir dessus, mais en tous les cas, ce qui change en dehors de la quantité, disons, de couleurs dans la vie quotidienne, c'est surtout un changement de régime. La couleur, c'est pour ça que je parle de conscience, pour moi, la couleur n'est plus là pour signifier, elle est là. Et elle relève plutôt du langage de la sensation, de l'émotion, ou bien ce qu'on appellerait maintenant un régime plastique. Elle est là en tant qu'objet coloré. D'accord, donc est-ce que vous voulez dire que à la période médiévale, les couleurs étaient associées à un symbole et à partir des Lumières, c'est la manière dont on voit la couleur qui dit ce qu'est la couleur, qui dit ce que vaut la couleur? Alors, pour moi, à l'époque médiévale, effectivement, la couleur signifie quelque chose. Elle est mise pour désigner, par exemple, une allégorie, un sentiment. Il y a évidemment beaucoup il y a un langage des couleurs. Au XVIIIe siècle, je ne peux pas dire que le régime symbolique disparaisse. Il existe toujours, le régime symbolique des couleurs. Je pense que tout le monde voit à 10 000 exemples autour de lui. Mais ce régime-là devient hiérarchiquement second. La meilleure preuve, c'est qu'il existe, par exemple, il existe un traité d'héraldique au XVIIIe siècle, traité du blason. J'en ai pas trouvé d'autres, sans doute qu'il y en a d'autres. J'ai pas fait
j'ai fait une vaste recherche, mais enfin, on n'est jamais à l'abri de trouver un exemple contrariant. Mais en tous les cas, c'est assez net parce que dans ce traité du blason, justement, le traité vise à remettre le blason à l'honneur en disant qu'il est trop négligé, etc. Et que par ailleurs, d'ailleurs, le traité du blason, pour être remis à l'honneur au XVIIIe siècle, on imagine un autre langage qui serait d'exprimer le blason, par exemple, par des traits, par un système qui n'est pas un système coloré. Donc, le régime symbolique est quand même en perte, même si il existe toujours. Il reviendra, par exemple, en force à l'époque de la Révolution française. J'ai un exemple que j'ai beaucoup aimé. Évidemment, après la Révolution française, on a une sorte d'injonction à porter les couleurs de la cocarde, etc. Et par exemple, j'ai trouvé des affiches où il est marqué qu'il est interdit de porter des cravates vertes. C'est assez beau, c'est une jolie affiche. Et bon, ça donne bien un exemple qui montre que le régime symbolique existe toujours et bien sûr persiste. Mais ce régime-là est secondaire, ou en tous les cas ce qui va intéresser, ce qui va surgir au XVIIIe siècle, c'est le régime que j'appelle plastique, on peut dire esthétique, en tous les cas un régime où on ne demande plus à la couleur de signifier, mais à la couleur plutôt d'émouvoir. Et donc, quelles sont les théories qui constituent en quelque sorte la genèse et le fondement de cette nouvelle définition des couleurs par les Lumières ? Alors, il n'y en a pas une. C'est bien pour ça qu'on change de paradigme. C'est-à-dire que, évidemment, à l'origine, et j'essaie de montrer que c'est pas vraiment une origine, mais c'est une origine construite, il y a Newton. Il y a effectivement un discours physique, et appelé parfois la découverte de Newton, effectivement, on change, on n'est plus dans une vision encore scolastique et aristotélicienne de la couleur. Newton découvre, en quelque sorte, la nature hétérogène de la lumière, et à l'aide du prisme, tout ce qu'on sait sur cette découverte de Newton. Donc ça, c'est une théorie. Mais alors déjà, cette théorie physique va être débattue, contrariée, discutée pendant tout le XVIIIe siècle. À l'autre bout du XVIIIe siècle, il y a Goethe, j'ai parlé, qui n'est pas un physicien et qui va justement montrer qu'il y a une expérience des couleurs qui ne peut pas être faite dans les conditions dans lesquelles Newton l'a faite, parce que les conditions sont des conditions expérimentales. Regardez les couleurs dans le noir, par exemple, ça paraît, dans l'approche qui est celle de Goethe, aberrant. Donc, il y a cet ensemble de théorisation, disons, physique, de la théorie physique des couleurs, qui est évidemment, ce qui porte pour nous l'invention de la couleur au XVIIIe. Mais en fait, ce que j'appelle l'invention de la couleur par le XVIIIe siècle, c'est pas parce qu'il y a une théorie qui est encore valide de nos jours, d'une certaine manière, qui aurait marqué un pas décisif. C'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, Newton est loin d'être le seul. Il y a un autre physicien important, le physicien écossais, qui est Boyle, qui lui, il écrit plutôt des expériences de couleurs, et qui justement n'appréhende pas du tout la couleur à la façon de Newton, mais par exemple déjà d'une manière, je dirais, plus contemporaine pour nous, ou en tous les cas très 18e-iste, qui est une manière affective, c'est-à-dire qu'il fait des expériences, il mélange les couleurs, il essaye de trouver effectivement une explication physique ou une chromatique, etc., des couleurs, mais il appréhende les couleurs avec une jouissance. Il dit par exemple lovely, a lovely red, a delightful green. Et pour nous, ça peut paraître un peu surprenant qu'un physicien ou qu'un chimiste se mette à parler des couleurs en ces termes-là. Or, ça a de l'importance, c'est-à-dire que l'émotion suscitée par les couleurs n'est pas gratuite. Et donc, c'est cet ensemble de théories, y compris de discours théoriques sur la couleur, qui vont croiser de la philosophie, des sciences, qui augurent d'un nouveau discours.
Oui, et c'est vrai que vous soulignez en quelque sorte un paradoxe, parce que à la fois, on est dans une recherche de compréhension du fonctionnement de la nature, donc du fonctionnement des couleurs, et en même temps, le 18e est quand même une période d'émancipation vis-à-vis des éléments naturels. Donc, il y a une forme de paradoxe, et peut-être dans les théories que vous avez étudiées, cela se ressent, par exemple, entre ces deux, entre Newton et Boyle. Je ne parlerai pas trop de paradoxe, c'est-à-dire que mon approche n'est pas tellement sur le paradoxe, c'est plutôt sur la façon dont tout ceci interagit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je dirais pas qu'il y a une théorie paradoxale ou un affrontement de théories, même si en pratique, c'est le cas. Mais il y a vraiment des interrogations communes, des manières différentes de les aborder, des perspectives différentes. Et c'est pour ça aussi que je ne veux pas faire de coupure entre, disons, des discours théoriques et des savoirs pratiques. Il me semble que c'est ça qui est déterminant, c'est la façon dont ces différents discours et ces différents savoirs s'interpénètrent, s'échangent, comment la théorie produit aussi, la théorie de Newton peut produire l'invention de la gravure trichromique. Il y a vraiment une circulation entre les discours qui sont peut-être en tension, c'est peut-être ce que vous entendez par paradoxe, mais qui pour moi ne sont pas tant des paradoxes qu'une manière de travailler la question de la couleur qui surgit dans ce monde-là. Et justement, est-ce que par rapport à ces débats en France, on connaît des débats, par exemple, dans les académies des arts, les différentes académies qui étudient les arts? Oui, alors évidemment, la couleur, c'est un objet qui, sans doute, à part les physiciens et les philosophes, est évidemment essentiellement étudié et travaillé par la peinture, en l'occurrence. Et à l'origine, en quelque sorte, là aussi, je dis, quand je dis 18e siècle, en fait, ça se passe pratiquement tout autour de 1672, qui est une sorte d'année emblématique. S'il y en avait une, c'est 1672, c'est la date de la lettre Oldenburg de la découverte, entre guillemets, de Newton, mais c'est aussi les dates du discours sur le coloris et de ce qu'on appelle la querelle du dessin et du coloris au sein de l'Académie royale de peinture et de sculpture en France, qui va se mettre à valoriser la couleur. Alors, à la fin du XVIIe siècle, ce ne sont pas encore les coloristes qui l'emportent, mais justement, il y a une bascule qui s'opère vraiment, alors là, pour le coup, autour de 1700, 1699, même si on veut être précis, avec Roger de Pile, qui est celui qui défendait la primauté du coloris en peinture, qui va devenir le colorisme en peinture va devenir une sorte de vulgate, de consensus pendant tout le XVIIIe, quels que soient les affrontements et les différences de perspectives qu'on peut avoir sur des peintres en particulier ou des techniques ou des esthétiques, tout le monde est d'accord sur le fait que la couleur l'emporte. Et donc effectivement, au niveau de l'Académie royale, de peinture, c'est vraiment décisif, et tous les peintres du XVIIIe iront dans ce sens-là. Alors, je reviens à ce que vous évoquiez tout à l'heure à propos du vocabulaire. Pour quelles raisons et de quelle manière le vocabulaire qui traite de la couleur évolue à l'époque des Lumières ? Alors, c'est plus simple de vous dire comment il évolue que pour quelles raisons. Alors, je vais commencer par comment il évolue et puis j'essaierai ensuite de répondre un peu à quelles raisons. Alors, il évolue, je vous disais, du point de vue quantitatif, c'est-à-dire qu'on se met à avoir effectivement dans les textes beaucoup plus de termes de couleurs. J'ai essayé de faire un peu avec les outils statistiques qui sont à notre disposition, qui sont loin d'être parfaits, mais enfin, on peut mesurer quand même un petit peu cette inflation. Surtout, on va avoir un nuancier extrêmement large qui va se mettre en place, qui se traduit aussi matériellement dans la vie quotidienne par le métier de coloriste et par le nuancier. Le nuancier tel qu'on le connaît de nos jours, quand on veut refaire sa tapisserie, s'invente à la fin du XVIIe siècle. Donc le premier nuancier
et ensuite les catalogues de couleurs, etc. C'est, du point de vue des objets, ça advient aussi au XVIIIe siècle. Et du point de vue de la langue, on a effectivement une invention de nuances. On a des verts, on a des dizaines de nuances de vert, mais pour chaque couleur, on en a. Et on a des néologismes. C'est un moment très, très jubilatoire du point de vue de la langue et des termes de couleurs. On a des néologismes, certains qui sont restés. Le terme rose, par exemple, qui nous paraît une évidence, qui est un terme de couleur qui n'existe pas avant le XVIIIe siècle. La rose, la fleur existe, mais le rose, la couleur n'existe pas. L'oranger, pas l'oranger, l'orange plutôt que l'oranger, marron aussi, qui nous paraît banal. Et puis on a des néologismes merveilleux qui ont un peu disparu. Alors on en a un qui reste, par exemple, cuisse de nymphe émue, qui est assez connu, qui est une sorte de rose qui existe toujours pour une espèce de rose sauvage, de rose cultivée, pardon, pas sauvage, qui existe toujours, mais on a opéra brûlé, caca dauphin, mer d'oie, couleur de gens nouvellement arrivés, et on a alors il y a ce que j'appelle les années puces, c'est-à-dire à partir de 1775, on a, à partir d'une anecdote de Louis XVI qui s'est exclamé en 1775 avec la tenue de la reine en disant « ces couleurs de puces ». À partir de là, on a une déclinaison de puces puces jeunes, plus vieilles, dos, ventre, etc. de puces. Donc, du point de vue des néologismes, on en a autant que d'histoire. Il y a une vraie jubilation à utiliser les couleurs. Donc, voilà peut-être, dans ce sens-là. On a aussi quelque chose peut-être de plus profond, moi, qui me paraît intéressant pour cette invention des termes de couleurs. C'est la tendance à l'abstraction. C'est-à-dire que on va parler d'un bleu ou d'un jaune, du jaune ou du bleu. Un exemple de Rousseau qui parle, il y a une expérience assez connue avec une pervenche pendant qu'il se promène. Je n'explique pas parce que c'est un peu long, mais enfin c'est un exemple de mémoire affective comme la Madeleine de Proust, avec le bleu, la pervenche bleue de Rousseau. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le texte, on a quelque chose de bleu dans la haie. Ça, ce surgissement de l'abstrait, on a souvent chez Diderot aussi, c'est trop vert, des choses comme ça. Ça c'est un usage des couleurs, des termes de couleurs un peu différents. Sur les raisons, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui arrive en premier, mais clairement, on est dans le basculement dans une société qui est une société du luxe, de la consommation, avec des habitudes qui ont extrêmement changé, liées à la colonisation. Et donc, on est passé dans ce que Daniel Roche appelle la culture des apparences, une société des apparences. Et ce qui se voit, se nomme, se classe. Et également, moi, ma thèse, c'est que tant que c'est pas nommé, ça se voit pas non plus. Mais on a un échange de tout ceci qui fait que c'est dans la culture matérielle que les couleurs adviennent et qu'elles arrivent dans la langue, et que ça s'échange et que ça s'amplifie. On arrive dans une époque qui met en valeur finalement l'apparence des choses, et on peut observer différents changements qui sont liés justement à ce développement de l'observation finalement. Développement de l'observation, c'est sûr qu'il y a toute une partie des couleurs, du discours sur les couleurs ou du surgissement de couleurs qui est lié à un regard naturaliste. Aussi bien les naturalistes qui sont emmenés avec les expéditions coloniales ou non de découverte sur les bateaux, dans les relations de voyage qu'on a, ou des dessinateurs. On a évidemment l'énorme histoire naturelle de Buffon. Bon, c'est la période où effectivement on va avoir une histoire naturelle qui va extrêmement se développer, et l'observation dans ce cadre-là, effectivement, est une observation qui va être attentive aux couleurs, et qui va entrer effectivement dans dans tous les cas, dans la société du XVIIIe siècle. Et alors justement, quel changement on peut observer dans les métiers qui sont liés à l'artisanat, qui travaillent la couleur ?
Alors, le premier changement flagrant, c'est l'invention du métier de coloriste. Qui faisait partie alors ça fait partie des métiers qu'on appelle les épiciers. Le coloriste, le métier lui-même, quand il apparaît, en tous les cas qu'il se nomme coloriste, ça désigne en fait quelqu'un qui travaille en teinturerie. Et notamment quelqu'un donc qui s'occupe des couleurs, de la teinturerie. Les progrès de la teinturerie, c'est vraiment tout à fait décisif au XVIIIe siècle. Et là aussi, c'est lié beaucoup à la politique coloniale et aux apports des colorants, des matériaux colorants des colonies, essentiellement bois brésil et indigo, disons, et aussi à des techniques de fixation, de mordant, une technique de la réserve, ce qui va être le cas des Indiennes, qui sont vraiment une folie des Indiennes à partir de la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. On va essayer de comprendre comment on ne sait pas les faire. Donc, c'est une technique qui est compliquée et qui va peu à peu se diffuser au XVIIIe siècle. Mais donc, il y a ce métier-là de coloriste qui ensuite va désigner tout simplement celui qui fait des couleurs, les mélanges des couleurs, qui vend les couleurs et qui est souvent en concurrence avec le peintre, puisqu'il y a tout un moment où ça peut être le peintre qui fait des couleurs, mais ça peut être aussi un marchand de couleurs. Donc il y a essentiellement autour de ce métier-là, mais il y a des tas d'autres métiers liés à la couleur ou qui se développent. La mode, par exemple, qui n'est pas forcément uniquement liée à la couleur, mais qui néanmoins va mettre le métier de modiste est également un métier de la fin du XVIIIe siècle, qui n'existe pas avant. Et puis, du point de vue, par exemple, de la technique de peinture en miniature, on a, alors c'est pas exactement un métier, mais c'est néanmoins lié, on a un type de livre qui apparaît, qui est le livre de coloriage. Le premier livre de coloriage, c'est 1770, en Angleterre, The Florist, ça s'appelle, où on vend 60 planches avec essentiellement des images et un petit texte qui indique comment les colorier. Et vous venez justement d'évoquer la mode. Alors, quelle est la couleur qui marque le passage dans une société des Lumières ? Alors ça, c'est une vraie question à laquelle je n'ai pas explicitement de réponse. On aurait tendance à penser le rose parce que, d'une part, c'est un terme qui s'invente au XVIIIe, parce qu'on a tous aussi en mémoire le rose Pompadour ou Marie-Antoinette, et puis le rococo. Et c'est vrai que c'est une couleur qu'on trouve beaucoup dans les textes, à partir dans la période rococo aussi, chez Watteau, enfin bon. Mais en fait, la couleur, moi, que j'ai le plus rencontrée, c'est le vert. S'il y a une couleur, je dirais, caractéristique des Lumières, c'est le vert, pour plusieurs raisons, et la raison sans doute la plus... celle, en tous les cas, qui était le plus mentionnée à l'époque, c'est parce que c'est la couleur du repos de l'œil. C'est celle qui correspond au milieu du spectre chez Newton. Et c'est utilisé aussi à l'époque pour, par exemple, peindre, tapisser les murs des expositions. Au salon, à l'exposition du salon... À Paris, les murs sont tapissés de vert pour faire ressortir les tableaux, précisément parce que ça ne fatigue pas l'œil. Et puis, c'est aussi lié à la nature, et au fait que c'est la couleur de la végétation telle qu'elle, en tous les cas, est valorisée, repensée au XVIIIe siècle, qui est un siècle amoureux de la campagne, de la nature, etc. Donc, voilà, si j'avais à choisir les couleurs, je dirais plutôt le vert. Et après, honnêtement, c'est plutôt le bigarré, en fait. C'est pas vraiment une couleur, c'est plutôt les bigarrures, les tachetures, les mouchetures et tout le vocabulaire qui va avec. Et donc, à cette période, en quoi l'œuvre de Goethe est vraiment fondamentale pour
pour comprendre la manière d'aborder les couleurs à l'époque des Lumières? Alors, l'œuvre de Goethe est fondamentale dans ce qu'elle marque justement, je dirais, la fin ou le début, c'est selon qu'on la considère, d'une mutation en cours. C'est-à-dire que ce qui est fondamental chez Goethe, c'est que ce qui compte, c'est l'expérience de la couleur. C'est le regard, c'est ce qui est perceptible. C'est également l'effet que donne la couleur. C'est-à-dire que ce qui va intéresser Goethe, c'est pas l'explication physique de la couleur, même si ça l'intéresse, mais il va dire, ce qu'on pense sans doute encore maintenant, que l'explication physique, d'abord, n'est qu'une explication, ça ne donne pas la nature de la couleur, ça dit la façon dont la couleur surgit dans certaines conditions, et ce qui intéresse Goethe, c'est la perception de la couleur. Donc ce déplacement-là, il est déjà essentiel parce que du coup, ce qui l'intéresse, c'est l'expérience. Et l'expérience des couleurs est liée aussi à l'émotion provoquée par la couleur. Et il y a toute une structuration des couleurs chez Goethe en fonction des émotions qu'elles procurent et en fonction d'une répartition entre des binômes de couleurs, ce qu'on appelle maintenant des couleurs chaudes, des couleurs froides, tout ce qui a trait justement à l'émotion suscitée, provoquée par les couleurs, et il en fait la théorie, l'expérience, il manie les couleurs, et il essaye d'avoir une approche variée, chimique, physique, physiologique, émotive, cognitive des couleurs. Donc c'est en ça, évidemment, que c'est décisif. En quoi l'exploration et la découverte des colonies contribue à justement influencer la typologie et la manière de percevoir les couleurs? Il y a premièrement les matériaux importés, les matériaux colorants essentiellement importés des colonies, ou les toiles peintes, les indiennes, un certain nombre ou d'objets ou de matériaux qui évidemment vont plaire et transformer le quotidien et le regard sur les couleurs, puisque ces couleurs sont importées. Mais il y a aussi toutes d'autres considérations qui vont faire que les couleurs des colonies ou de la colonisation va construire notre regard sur les couleurs. Le cas le plus évident, c'est évidemment la façon dont le noir et le blanc vont devenir des couleurs raciales, qui est essentiellement liée effectivement à la colonisation, à l'esclavage. Et donc on va avoir la construction d'un imaginaire coloré, occidental, colonial, qui va se mettre en place avec cette mondialisation des échanges et notamment le phénomène de l'esclavage dans les colonies. L'étalon étant le blanc. Et donc à partir de là, on a des phénomènes d'altérisation, d'invisibilisation et de racialisation du blanc. Et dans les descriptions littéraires, par exemple, comment cette couleur est mise en valeur ? Cette couleur, le blanc ou les couleurs? Les couleurs qui sont propres au monde colonial. C'est pas absolument décisif dans les descriptions. Disons que c'est compliqué à appréhender parce que, en termes quantitatifs, en fait, dans les descriptions de relations de voyage, par exemple, qu'on a des voyageurs, on n'a pas énormément de couleurs. Nous, on s'attend à trouver beaucoup de couleurs. En fait, on en a assez peu, sauf chez quelques écrivains. Bernardin de Saint-Pierre, qui est vraiment très caractéristique d'une langue extrêmement colorée, inventive, mais c'est aussi quelqu'un qui s'occupe aussi, qui est naturaliste et surtout qui est voyageur et qui théorise la couleur, qui a écrit dans les études sur la nature une étude sur la couleur. Donc, c'est un cas un peu particulier, on pourrait dire. Dans l'ensemble, il n'y a pas tant que ça de notations colorées, mais par contre, elles sont hautement signifiantes. Je dirais, par exemple, un exemple qui montre l'inversion hiérarchique et la modification qui se passe. On a
un fruit comme l'ananas, qui fait partie vraiment du fruit typique de la description exotique des colonies. Et le fruit de l'ananas est décrit, par exemple, chez Jean de Léry au XVIe siècle, avec le Brésil. Et il est redécrit pratiquement dans les mêmes termes dans un récit du début XVIIIe siècle de Legat sur l'océan Indien, en l'occurrence sur Maurice, ce qu'on appelle Maurice maintenant. Et apparemment, on a à peu près la même description. Sauf qu'on a une hiérarchie qui est inversée, c'est-à-dire que ce qui intéresse Jean de Léry, c'est le goût de l'ananas, et ce qui intéresse Legat, c'est la couleur. Et c'est ça qui s'est opéré, c'est-à-dire qu'effectivement, le monde colonial va être construit à partir des couleurs. Alors je ne dis pas du tout que le monde colonial soit plus coloré. Nous le percevons comme plus coloré, nous le construisons comme plus coloré. Pour ça, je parle à un moment de colorisation et colonisation. On a un regard colorisateur, l'Occident du XVIIIe siècle a un regard colorisateur en même temps qu'il est colonisateur, et ça se construit en même temps. C'est ce que je dis, pour moi, le vert n'est pas une donnée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vert dans la nature, mais le vert, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont la perception, l'œil occidental s'est construit. Et voilà comment, un exemple, me semble-t-il, de la façon dont ça s'est construit. Bien, merci Aurélia Gaillard d'être venue au micro de Storia Voce. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité toujours plus forte à nos émissions. Et nous espérons vous retrouver à l'écoute des émissions à venir.